Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une fin de mois qui est marquée par le réveil de la Chine ou en tout cas le réveil des marchés chinois. De ce point de vue-là, une chose est claire, le sentiment des investisseurs vis-à-vis des actifs chinois et notamment des actions chinoises a bel et bien tourné depuis une semaine avec la succession de mesures annoncées sur le plan de la politique monétaire. Des promesses budgétaires ont également été faites du côté des autorités chinoises. Si le sentiment a changé vis-à-vis des actifs chinois, qu'en sera-t-il demain des fondamentaux ? Est-ce que ce package de relance est de nature à modifier ou infléchir au moins la conjoncture chinoise, sans même parler des problèmes structurels que la Chine aura à adresser dans les prochaines années ? En tout cas, c'est le sujet à la une de Planète Marché ce soir, et ce mois de septembre aura au final été un mois positif pour l'ensemble des marchés actions, avec ce soutien très fort des actions chinoises qui ont rebondi de 20% depuis leur point bas ces derniers jours. Quand on prend des indices larges chinois, la Chine qui va passer une semaine en or avec les traditionnelles vacances qui vont commencer à partir de ce soir. Les prochaines séances en tout cas seront des jours fériés sur les marchés chinois. Vous aurez le détail des derniers mouvements dans un instant avec Pauline Gratel. Face à cela, le secteur automobile en Europe continue de s'enfoncer avec un plongeon encore remarqué et remarquable aujourd'hui. Les alertes se multiplient. On parle aujourd'hui d'Aston Martin, Volkswagen qui refait un avertissement sur résultat pour la deuxième fois en quelques mois, et puis Stellantis qui charge la barque avec effectivement une révision drastique de ses objectifs financiers. On attendait des révisions évidemment, elles sont d'ampleur pour Stellantis qui voit son titre chuter de plus de 10% sur le marché parisien. Là aussi, détail à suivre dans un instant avec Pauline Gratel. Discussion bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants, et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Comme chaque lundi, nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour notre quart d'heure américain. Nous allons bien sûr parler politique avec deux sujets de la campagne aux États-Unis. Un sujet qui est mis sous couvert, celui du déficit américain. Un sujet en revanche qui est un sujet de discussion entre Kamala Harris et Donald Trump, le sujet de l'immigration. Tendance, mon ami, chaque soir, c'est en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices en Europe notamment qui cèdent un peu de terrain, un peu voire beaucoup pour le CAC 40 avant une semaine qui sera chargée en matière de publications macroéconomiques. Oui, les bourses européennes évoluent en recul en ce début de semaine. Le CAC 40 perd entre 1,5 et 2% aujourd'hui, après avoir gagné 4% la semaine dernière. Il est pénalisé aujourd'hui par les valeurs du secteur automobile. Plusieurs entreprises alertent partout en Europe, comme Aston Martin au Royaume-Uni, Volkswagen qui avertit pour la deuxième fois en 3 mois sur ses objectifs financiers, mais surtout Stellantis. Oui, Aston Martin, c'est moins 25% le tarif du jour. Volkswagen perd encore 3% en Allemagne. Mais la chute à Paris, c'est bien celle de Stellantis. Oui, Stellantis est bon dernier du CAC 40 et du Stoxx 600 et plonge de plus de 13% au cours de la séance. L'entreprise abaisse son objectif de marge entre 5,5 et 7% contre plus de 10% précédemment. Le free cash flow devrait être négatif cette année entre moins 5 et moins 10 milliards. En cause, les problèmes de performance en Amérique du Nord. Stellantis peine à écouler ses stocks. Dans son sillage, Renault et Forvia reculent de plus de 6% à Paris. Stellantis qui justifie également cet avertissement par la montée en puissance de la concurrence chinoise, bien sûr. La Chine qui se réveille depuis une semaine, on le dit, les marchés actions en tout cas ont poursuivi leur rallye aujourd'hui, rallye qui a commencé il y a une semaine maintenant. Oui, le CSI 300 par exemple bondit de plus de 8% aujourd'hui, sa plus forte hausse en 16 ans, à la veille d'ailleurs d'une semaine de congé pour la fête nationale chinoise. Accumulé au rebond de la semaine dernière, cet indice a repris 20% par rapport à son point bas. La Banque populaire de Chine annonce la réduction de ses taux hypothécaires d'ici la fin du mois d'octobre. Mais aux antipodes de la bourse de Shanghai, le Nikkei au Japon perd 5% aujourd'hui après l'annonce d'élections générales anticipées à la fin du mois. Et puis on
On poursuit la série de publications des estimations d'inflation en zone euro pour le mois de septembre avec la publication allemande aujourd'hui. L'inflation en Allemagne n'a jamais été aussi faible que depuis 2021 maintenant. Oui, donc elle ressort inférieure aux attentes et au mois précédent. En données harmonisées sur un an à 1,8%. Sur un mois en septembre, elle recule de 0,1%. Enfin, au Royaume-Uni, la croissance économique du deuxième trimestre est revue à la baisse. Le PIB s'établit à 0,5% sur la période, légèrement inférieure à la première estimation de 0,6%. Quel sera le programme de demain pour les investisseurs, Pauline ? Demain, la journée sera rythmée par la publication de toute une série de PMI manufacturiers pour le mois de septembre, notamment en zone euro et aux États-Unis. Mais surtout aux États-Unis, le rapport Scholz sur les ouvertures de postes du mois d'août est attendu. En zone euro, l'estimation rapide de l'inflation de septembre sera également publiée. Tendance, mon ami, c'est chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart for Change. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est avec nous, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Gilles Bazissier, à nos côtés également le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christopher Dembick d'être à nos côtés également. Bonsoir Christopher. Merci. Ravi de vous retrouver. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. La Chine, c'est peut-être le sujet nouveau du moment. Christopher, est-ce que c'est juste un sentiment de marché qui change ? Ou est-ce que ça peut être un peu plus que ça ? Alors, je suis quand même très sceptique sur les mesures qui ont été annoncées, surtout sur l'ampleur de la réaction du marché. Vous l'avez rappelé précédemment, on a quand même des hausses, même de certains indices chinois, de 30% en 4 ou 5 jours. On est quand même sur de l'exubérance. Je pense qu'il y a assez peu de débat à cet égard. Et surtout, moi, il y a deux éléments qui me peinent, on va dire, et qui m'inquiètent. Le premier point, c'est que bien sûr, la Chine a dévoilé sur toute la semaine dernière une myriade de mesures, et indéniablement, mais rappelons quand même quels sont les objectifs de ces mesures. Un, stabiliser le marché de l'immobilier, et non pas le relancer, parce que ce serait incohérent avec les mesures précédentes sur les dernières années, et deux, des mesures pour stabiliser le marché des actions. Il n'y a nulle part, à part quelques mesures d'hélicoptère-monnaie dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas, aucune mesure fiable de relance de la consommation, qui est ce qui pêche aujourd'hui en Chine et qui va pêcher sur du long terme. Ça, c'est le premier point. Sur la réaction du marché boursier, ensuite, regardons un peu dans le détail les mesures. Moi, ma crainte, c'est qu'on soit sur une configuration du marché boursier chinois qui ressemble étrangement à la bulle boursière de 2015. Pourquoi ? En 2015, vous aviez notamment un des aléas du problème chinois, c'était que vous aviez des courtiers qui avaient autorisé les investisseurs particuliers, qui ont une importance quand même significative en Chine, à servir de collatéral des actions qu'ils avaient précédemment pour acheter d'autres actions. Et indéniablement, ce n'est pas la meilleure attitude à avoir, on s'en doute. Et aujourd'hui, on a un système qui est un peu similaire, un programme de swap qui a été présenté par la Banque centrale chinoise, qui permet notamment aux entreprises cotées en Chine d'avoir accès à des prêts à taux de très bas, 2,25%, pour racheter leurs propres actions. Donc on est très très loin d'un phénomène de marché où on pourrait se dire c'est parce que l'économie va fonctionner ou potentiellement les mesures qui sont annoncées vont permettre à l'économie d'atteindre son 5% d'objectif officiel. On est plutôt sur un phénomène, pour moi, si vous me permettez le terme, de casino. C'est pour ça que je resterai très prudent dans les semaines à venir et je resterai même prudent sur certaines valeurs européennes, y compris du luxe, qui ont fortement rebondi juste parce qu'on se dit finalement la Chine met en place des mesures. Il faut regarder dans le détail. On avait énormément, on a fait le listing non interne, on doit être sur une vingtaine, trentaine de mesures phares. Il n'y en a aucune qui aujourd'hui nous permet de dire demain la Chine va redémarrer. Un autre exemple concret, et je finirai sur ça, sur le marché de l'immobilier par exemple, on va avoir une baisse des taux qui sont demandés pour l'achat d'une résidence secondaire, mais la réalité c'est bien sûr si je suis ménage, 60% de mon patrimoine est adossé à l'immobilier qui se porte mal depuis de nombreuses années, il y a assez peu de chances quand même qu'on va acheter une résidence secondaire, peu importe le taux. Donc il y a un problème de confiance dans l'économie chinoise qui ne sera pas résorbé très clairement. Autant sur la politique monétaire, comme vous le dites, on a des mesures assez détaillées qui permettent de, alors comme on disait le gouverneur de la Banque soutenir une croissance stable pour l'économie et promouvoir un rebond modéré des prix. On est dans la modération. Autant sur le volet budgétaire, ce qui est ressorti du Politburo la semaine dernière, ça reste très vague à ce stade. Complètement, mais cette citation elle est intéressante parce que comparer ce que dit le gouverneur de la Banque centrale chinoise, qui est quand même extrêmement modéré, il ne promet pas de miracle du tout, et la réaction du marché qui est quand même un peu exagérée, je pense qu'on peut largement convenir. Et quand c'est si exagéré, vous aurez à un certain stade un retour à la réalité qui va être très très brutal.
Comment vous avez digéré ces annonces chinoises, que ça peut changer? Alors, sur le plan du marché, du sentiment de marché, il y a quand même quelque chose d'assez tangible, on l'a dit avec Christopher, si ce n'est de l'exubérance même peut-être. Et puis sur, j'allais dire, à la fois le problème conjoncturel chinois et les problèmes structurels. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces packages ou ce package d'annonces qui peut nous permettre d'envisager, une prise à bras-le-corps un peu plus significative des problèmes chinois? Enfin, alors, effectivement, c'est un tableau assez négatif quand même qui vient d'être dressé. C'est vrai qu'à ce stade, il est trop tôt pour conclure. On a quand même un plan de relance chinois, donc à hauteur de 250 milliards, qui est certes l'équivalent d'1,5 de PIB, donc c'est bien inférieur à ce qu'on a pu avoir en 2008, bien inférieur à ce qu'on a pu avoir en 2020, crise Covid, mais on voit quand même la volonté de stabiliser le marché de l'immobilier. C'est déjà un point de communication, parce que jusqu'à présent, le deleveraging de l'économie chinoise consistait à accompagner la baisse du prix pour qu'il y avait trop de leviers dans cette économie. Là, on veut mettre un plancher. On veut mettre un plancher. C'était pas si clair que ça jusqu'à présent. C'est nouveau. Au moins, c'est déclaratif, c'est intentionnel. On attend de voir les mesures et les montants. Mais c'est déjà énorme, puisque si on arrive à avoir une stabilisation du marché immobilier, derrière, c'est la retraite des Chinois et donc leur confiance et leur pouvoir de consommation. Parce qu'on sait que les Chinois ont investi, 60% de leur retraite investie en immobilier. On a des baisses de prix évidentes. On a clairement une surcapacité. On a des problèmes démographiques. Donc les problèmes structurels, ils sont clairement là. Mais si... ça tiendra ou pas, et on attend de voir, mais les collectivités locales retrouvent un peu d'air pour acheter des invendus, stabiliser un peu ces prix du marché immobilier, avec toutes les mesures qui ont été en parallèle mises en place, notamment conso pour les ménages défavorisés. Alors effectivement, un peu spéculatif sur le côté rachat d'actions des entreprises ou ETF à crédit pour les particuliers. Donc ça, je l'admets complètement. Oui. Mais on voit qu'au global, au moins, il y a un whatever it takes 2024 pour essayer de tenir cette target des 5%. Et ça peut à un moment se retrouver dans la confiance du consommateur chinois, vous dites. Indirectement au moins, ça reste quand même l'objectif. Enfin, à moins de racheter tous les invendus, qui là, je pense, et j'ai pas le chiffre, doit être absolument considérable d'un point de vue budgétaire. C'est vrai que c'est un premier pas. On a des élections US qui sont clés pour savoir effectivement si on aura ou pas des tarifs vis-à-vis de la Chine, et le sentiment confiance est vraiment là très très important. Je pense que le gouvernement chinois réserve des cartouches au cas où, effectivement, il doit faire face à une politique... fonction du résultat de l'élection présidentielle américaine. Peut-être. Donc il n'a pas forcément tout sorti là sur la table, mais je trouve que le timing n'est pas mauvais. Avant la Golden Week, on était au plus bas, le yuan s'était apprécié. La Fed et Dovich, il y avait une fenêtre de tir, ils l'ont saisi. À ce stade, les 30% sont peut-être du marché local, peut-être un peu exagéré, mais j'attends de voir avant de dire que... Mais le timing a fait mouche, quoi. Oui. Je rajouterais juste un point sur le timing. Effectivement, je suis complètement d'accord. Juste sur les collectivités locales. Alors effectivement, on permet aux collectivités de racheter dans l'immobilier ce qui a été invendu. Le problème, c'est que vous ne faites pas l'ensemble de la chaîne, à savoir qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont lourdement endettées. Elles ont deux objectifs qui sont mis en avant. C'est vous devez soutenir massivement vos entreprises exportatrices. Et maintenant, on leur dit aussi qu'il faut soutenir le marché immobilier. Le problème que vous avez derrière cela, c'est que les taux en termes de limite sur l'endettement des collectivités locales n'est pas levé. Par le passé, notamment à partir de 2010, les collectivités locales pouvaient s'endetter via des objets hors bilan. Donc effectivement, bien évidemment, on a eu un endettement dans le shadow banking extrêmement important des collectivités, mais ça, c'est complètement arrêté. Et la Chine, je pense à juste titre, ne revient pas en arrière sur ça. Donc finalement, il y a deux objectifs qui sont essentiels. Très clairement, je ne pense pas que les collectivités, vu leur endettement, sont en mesure de respecter ces deux objectifs. Et surtout, rappelons-nous, en février dernier, vous aviez le gouvernement chinois qui avait demandé aux provinces de soutenir le secteur des exportations. Ils ont réussi à le faire temporairement pendant quelques mois, mais très très rapidement, les contraintes budgétaires se sont imposées. Donc tant que vous ne enlevez pas ces contraintes budgétaires, je reste assez sceptique. Ouais. Bon, Gilles, comment est-ce que vous avez reçu notamment ces réactions de marché, cette réaction du marché chinois? Qu'est-ce que ça nous dit? Christopher le disait, on est sur des séances de surachat historiques pour les actions chinoises. On a vu des flux revenir assez fortement à travers des ETF, y compris venant d'investisseurs occidentaux. On a même vu des problèmes de trading parce que visiblement le système chinois n'était pas capable de pouvoir traiter cet afflux d'ordre qu'on a vu sur quelques séances.
Et est-ce que tout ça fait bouger les ratings d'equity GPS vis-à-vis de la Chine ou pas ? Oui, alors ça les fait baisser. La hausse du marché chinois. La hausse du prix, oui, bien sûr. Les ratings equity GPS. C'est-à-dire que les perspectives n'ont pas changé, mais les prix ont tellement monté que le rating baisse. Mais il baisse, il est passé de 9,5 à 8,5. D'accord, oui. Sur 10. Oui. Et on a toujours une espérance de gain à 3 mois annualisée de l'ordre de 20%. Donc c'est-à-dire un niveau très élevé. Donc ça, c'est révélateur de la décote des actions chinoises toujours aujourd'hui, c'est voilà, ça en fait, il faut aussi analyser le rebond qui est certes violent, lié à beaucoup de facteurs techniques, dont le fait que la semaine prochaine est quasiment fermée et qu'il y avait beaucoup de positions short apparemment, direct ou indirect, domestique ou peut-être indirectement international, c'est compliqué à identifier. Et donc le rebond a été violent, mais la baisse a été longue. Les flux ont eu le temps de sortir, les flux occidentaux des marchés chinois, des investisseurs institutionnels, et un narratif s'est imposé très négatif et très antagoniste entre l'Occident d'une part et la Chine d'autre part. Donc en allocation d'actifs stratégiques, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont fait une croix sur la Chine. Et en matière stratégique. Oui, bien sûr. Plus. Oui. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont la Chine dans leur univers, la latitude tactique, effectivement. C'est pas à moi en particulier de l'estimer et de l'apprécier. C'est un des moments les plus attractifs historiquement pour être à son maximum de taux d'investissement sur la Chine, selon notre méthodologie. Ouais. Et le sentiment, parce que vous regardez aussi le sentiment de marché pour pondérer ces ratings, Gilles. Enfin, pour les accompagner, on regarde deux choses. On regarde les ratings qu'on calcule valeur par valeur, et tous les jours, et le sentiment de marché qui, lui, est orthogonal, qui n'a aucun lien avec les fondamentaux des entreprises. C'est la perception. Mais là, il était passé positif. Notre sentiment de marché, avec notre méthodologie et notre mode de calcul, ça fait 2 mois et demi qu'il est sur positif. Oui, sur la Chine. D'accord. Donc on avait le meilleur des mondes pour ceux qui ont la Chine dans l'univers d'investissement, bien évidemment. Et ça, encore une fois, c'est pas à moi de l'apprécier, c'est à l'investisseur de faire ses décisions. Qu'est-ce que ça peut changer pour le reste du monde, pour les marchés occidentaux et pour l'économie mondiale, David ? Alors c'est vrai que ça intervient après une baisse de les fameux 50 centimes de la Fed, qui d'ailleurs pourrait continuer sur ce rythme. À voir, on peut en discuter. En tout cas, dans un régime de désinflation qui laisse quand même de plus en plus de marge de manœuvre pour que les banques centrales ajustent leur politique à des niveaux de taux réels qui devraient quand même soutenir le pouvoir d'achat réel des consommateurs. On a des réserves d'épargne qui ne sont pas consommées. En Europe, on a un consommateur américain, j'ai cru voir, qui finalement avait des réserves d'épargne un peu moins faibles que ce qui avait été initialement annoncé. On a un effet richesse qui joue à plein. Bon, donc on a du côté US, marginalement, on le voit avec l'indice des surprises économiques qui est repassé neutre alors qu'il était fortement négatif. Donc on a quand même quelque chose de marginalement positif. Là, ça nous vient de Chine. C'est toujours compliqué en Europe, mais je pense que ça participe au sentiment que la classe d'actifs actions, au moins jusqu'à l'élection américaine, présente un intérêt dans le contexte actuel. On a une consommation qui tient à peu près, un marché du travail continue à créer de l'emploi, mais même ça décélère, une croissance à son potentiel, plus de 3%, des PMI à 52-53%. Donc, et des flux, finalement, on l'a vu dans le cas chinois, qui ne sont pas si topiches que ça. Donc, c'est plutôt constructif vis-à-vis des actifs. Ouais, je comprends. Mais ça veut dire que l'histoire chinoise, on verra jusqu'où ce plan de relance peut porter ses fruits, mais on n'est pas du tout dans l'idée, parce que c'est à chaque plan de relance chinois, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas avoir un nouveau tour d'inflation à travers les matières premières, notamment, etc. Et est-ce que la Chine pouvait à un moment raviver la crainte inflationniste ? Là, effectivement, on est sur quelque chose de très désinflationniste, on l'a vu encore avec l'inflation en Europe aujourd'hui, mais est-ce qu'à un moment, la Chine peut redevenir une source de risque inflationniste pour le reste du monde, ou est-ce qu'on n'est pas du tout dans cette histoire-là aujourd'hui ? C'est ce qu'on disait, c'est que le plan n'est pas assez massif pour... D'accord. Donc cette crainte-là, elle
Elle n'a pas de légitimité à revenir, c'est ça, pas d'actualité aujourd'hui. D'accord avec ça, Christopher? Complètement. On a eu une surréaction, non seulement des actions, mais bien sûr des matières premières, et notamment des métaux industriels. On l'a vu par exemple sur le minerai de fer de manière extrêmement limpide, le cuivre aussi. Donc tout ce qui est assez réceptif, bien sûr, à la Chine. Mais c'est plus une réaction qui est un peu épidermique. La réalité, c'est que sur le marché des matières premières, qui peut être effectivement un canal de transmission d'un éventuel retour de l'inflation de la Chine, mais bon, on part déjà de très bas, hein, on est en déflation, donc il faudrait déjà inverser cela. On ne voit pas d'élément qui va changer. Je pense qu'effectivement, en termes de scénario action, on est plutôt en accord. C'est-à-dire, on peut débattre du plan de relance chinois, mais je voudrais dire que sur la baisse des taux qui est amorcée, il n'y a pas de débat, c'est très positif. Ça va bien sûr favoriser toute cette rotation aujourd'hui de ce qui est du money market vers les actions. Et on le voit, ça a déjà un peu commencé. On a eu notamment pendant la semaine où la Fed a baissé ses taux, ça s'est vu aux États-Unis. Oui. Vous avez un autre facteur qui est certainement très important, plus du côté quand même macro que action directement, mais ça va jouer, c'est la baisse des prix de l'énergie, qui est aujourd'hui généralisée, que ce soit l'électricité, le gaz, le pétrole. Les investisseurs, notamment institutionnels, sont positionnés à la vente sur ces actifs-là. On est parfois même à des records depuis plusieurs décennies. Par exemple, sur le pétrole, les investisseurs institutionnels n'ont jamais été autant positionnés à la vente qu'en 2011. Et le scénario, c'est pas uniquement de se dire que la croissance mondiale est un peu faible, la demande chinoise est faible. Ça va au-delà, notamment sur le pétrole, un point qui est important. C'est que vous avez effectivement des prix qui vont être plutôt baissiers. Alors, je ne vais pas aller sur des cycles parce que la réalité, on sait très bien que c'est toujours très, très fluctuant. Mais on voit notamment que beaucoup de pays aujourd'hui qui sont engagés à baisser leur production de pétrole, donc vous avez des quotas de baisse de la production, ne le font pas. Ont moins d'incitation à le faire. Et il n'y a pas que la Russie, parce que bien sûr, la Russie, c'est un sujet depuis longtemps, mais il n'y a pas que la Russie. Et bien évidemment, c'est-à-dire que l'Irak, sur le on marché, a dit le Kazakhstan, les Émirats aussi, alors pour des questions parfois géopolitiques aussi, avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a décidé de moins jouer le rôle finalement de stabilisateur du marché aussi. Donc finalement, ça veut dire derrière cela un surplus d'offres qui est positif pour nous. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est pas un signal avant-coureur d'une partie du marché qui jouerait la récession. Pas du tout, c'est plutôt une très bonne nouvelle, alors qui va moins se matérialiser fin 2024 parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Oui. Mais en 2025, ça va être un vrai élément de soutien et ça va persister au moins sur les 6 premiers mois de l'année. Contre-choc énergétique. Quoi. Ouais, tout à fait. Favorable. Bonne nouvelle, oui, la baisse du pétrole. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Non, mais je préfère toujours demander. Mais pour moi, c'est déjà matérialisé dans les actions. Ça fait 2 ans que le pétrole et les commodities dans le sillage du pétrole baissent en termes de prix. Et ça a déplacé, selon nos calculs, 2,6% du PNB mondial. C'est-à-dire des poches des exportateurs de pétrole vers les poches des importateurs de pétrole et des 3 agents économiques que constituent transfert de richesse, quoi. Les entreprises, les ménages et les États. Parce que certains États, pas que dans des pays sous-développés, subventionnent l'énergie. Et donc ça joue très puissamment. Et pour moi, le risque, c'est que ça se retourne plus que ça ne perdure. Mais le vent de dos est là, mais il me paraît plus en voie de ralentissement qu'en voie d'accélération. Oui, je comprends. La baisse du pétrole, de l'énergie notamment. Il faut le voir sur les marges des entreprises. Dans le monde entier, les marges des entreprises sont très, très, très élevées, en particulier liées à ce phénomène. Bien sûr. Et l'inflation baisse fortement, en particulier liée à ce phénomène, ce qui a un répit absolument extraordinaire après nos 18% d'inflation en PCI depuis 4 ans, qui est porteur de gros problèmes politiques dans tous les pays développés. Bon, justement, 15 jours après les réunions de Banque centrale, de la BCE, de la Fed, est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur le rythme, la taille des pas, la destination du voyage? David? Alors, on a donc une prochaine réunion BCE. Donc, est-ce que le pricing de marché, j'ai cru voir, était proche de 100%, 80%? C'est vrai que tout... Partant de la dernière réunion, l'idée, c'était que le meeting d'octobre n'avait pas besoin de voir une baisse de taux successive. On était plutôt sur décembre. À 20%. Voilà, c'est ça. Donc en 2 semaines, ça a beaucoup changé. Le marché price, effectivement, 25 BP. Moi, je pense que c'est vraiment les chiffres d'emploi de vendredi, l'emploi américain, qui
pourrait conforter ou pas la BCE dans une potentielle baisse de taux de 25 centimes. C'est sur la base des chiffres américains que la BCE va réagir le 17 octobre prochain, quoi. C'est-à-dire que si on prend la logique pure zone euro, pour ce qui est de l'inflation, on a vu les derniers chiffres, Espagne, France, on a même vu la composante emploi-service française qui décélère. En Allemagne, je pense que ça devrait suivre. On a un marché du emploi qui est à l'équilibre, mais enfin qui commence quand même à détruire un peu d'emplois. Donc je pense que l'inquiétude un peu backward-looking de la BCE consiste à dire que cette composante services et salaires notamment ne fléchira pas. Bon, elle est questionnable. On a des PMI qui sont très faibles. Les dernières données, d'accord. Très claires. Ah ouais. Donc, je pense qu'effectivement, un marché de la construction, enfin bref. Et donc, s'il y a un élément exogène qui peut aider au moins sur les prochains trimestres la zone euro pour un rebond de croissance, difficile de voir du point de vue rebond e-commerce mondial avec tout ce qu'on est en train de dire. Donc, ça peut jouer à travers un regain de pouvoir d'achat des consommateurs, une baisse du taux monétaire, un rebond de la construction. Donc, normalement, la BCE devrait baisser ses taux. On voit que c'est en pratique plus compliqué, mais je pense que les chiffres d'emploi américains peuvent les faire basculer. Ce qui est terrible, c'est qu'elle est obligée d'anticiper la décision de la Fed. Parce que là, dans le calendrier, c'est la BCE qui décide à chaque fois une semaine avant. Et ça va se reproduire encore, je crois qu'elle se réunit le 17 octobre. Oui. Et pour la Fed, ce sera même un peu plus tard encore, début novembre, 6 et 7 novembre, dans le siège de l'élection américaine. Est-ce que le calendrier a bougé là depuis les dernières réunions de Banque centrale pour vous? Alors, je pense que sur la BCE, c'est assez limpide. On va quand même sur 25 points de base. On peut débattre si ce ne serait pas pertinent justement d'aller plus... En octobre, hein. En octobre, tout à fait. Ce serait plus pertinent d'avoir 50 points de base. En tant qu'économiste, je dirais plutôt qu'effectivement, on pourrait regarder, et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui une composante, une inquiétude sur les salaires dans les services. C'est très exagéré. Même si, la semaine dernière, vous aviez encore des membres du Conseil des gouverneurs qui nous disaient méfiance, on a toujours ce risque de boucle prix-salaire. Donc, ça veut bien dire que le débat en interne, il est très très loin d'être abandonné. C'est pour ça déjà que le marché ne considère pas du tout qu'il y ait une possibilité crédible qu'on ait 50 points de base. Ouais. Le sujet Fed est plus compliqué. Moi, je vous avoue, il faut reconnaître quand on se trompe. Je pensais qu'on aurait 25 points de base lors de la réunion de septembre, parce que je me disais qu'effectivement, du point de vue de la rationalité économique, il n'y avait pas de nécessité d'aller au-delà. Vous n'êtes pas le seul économiste à avoir été déçu de ce point de vue-là. Je pense que les économistes se sont trompés, les analystes ont eu raison. On ne regardait pas les mêmes indicateurs. Mais en revanche, effectivement, sur les attentes du marché, étaient plutôt sur 50 points de base, et je pense que une semaine avant, ça a tourné. C'est ça. Et la Fed voulait pas non seulement décevoir les attentes du marché. Ils partent aussi de très haut, donc il y a la nécessité de baisser et il y a le calendrier électoral qui a pu jouer un peu plus, probablement. Maintenant, à savoir si ce sera 25-50 points de base, je pense qu'il faut attendre d'autres indicateurs, y compris l'emploi, qui vont nous donner une bonne direction. Potentiellement aussi la présidentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une incapacité à savoir ce qui va se passer. Si l'élection est contestée, on rentre dans un nouveau monde. Et là, indéniablement, je pense que tout est possible. Est-ce qu'on aura des résultats le 6 et 7 novembre qui permettront effectivement... Le processus de collecte est long. Si on part sur du comptage. Ah non, mais bien sûr. De 2000. Ah bah non, mais... Donc ça peut être très très long. On a jusqu'à fin janvier, hein, donc ça peut être extrêmement long à ce niveau. Donc on va être très très prudent. Il faudra aller dans le détail. Mais en tout cas, là où on a une visibilité, c'est que sur le mois de septembre, on a eu quand même énormément de baisses de taux au niveau mondial. On renoue avec des baisses de taux qu'on avait connues pendant la période Covid lorsque ça avait été amorcé. Donc c'est plutôt positif. Et derrière cela, ça se matérialise parce qu'on voit que la liquidité au niveau mondial, avant la Chine, et bien sûr ça va s'accentuer, ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est un scénario quand même aussi idéal pour les actions. Bonne nouvelle, ce cycle de baisse de taux, Gilles, a commencé par l'entrée en jeu de la Fed, effectivement, qui a pu surprendre des économistes, le marché demandait 50, etc. Mais le 25 me paraissait peu probable, hein, parce que il suffit de regarder le différentiel entre le taux à 2 ans, qui est un taux de marché, qui n'est pas un taux administré, qui est le reflet des taux courts à horizon de quelques trimestres, et le taux des Fed Funds. Oui. Là, on avait un écart qui était historiquement très élevé. Et donc, il paraissait assez clair qu'il fallait s'engager, qu'on s'engageait sur une baisse de taux importante. Alors après, ponctuellement, et le rythme, etc., voilà, moi je pense que 75 aurait pu tout à fait se justifier. Aurait pu tout à fait se justifier. Ne serait-ce que par symétrie avec la hausse des taux de 75 bips, je vous rappelle,
Alors, c'était leur troisième hausse dans la séquence. Hein. Voilà. Ils ont commencé 25, Oui, 50 et 75 à la troisième. Absolument. Mais Bah oui, mais comme, enfin, le pas de du premier mouvement, il pas est de quand la même aussi première, important, quoi. Mais il y a des arguments pour dire, notamment l'élément que je viens de citer, mais beaucoup d'autres, pour penser qu'il y a une probabilité non nulle que la Fed soit behind the curve. Voilà. Ouais. Maintenant, le marché a été rassuré par 50 bips parce qu'il était barycentré un peu en dessous, hein, entre 25 et 50. Et le discours aussi fait beaucoup par définition. Et dans le discours, on voit bien que, en tout cas Powell est dovish et a une volonté de conduire son board, qui est forcément, comme tout board, lourd à bouger, vers une baisse des taux très rapide. Très rapide. Il veut aller très vite au taux neutre, c'est Ça- ce que vous comprenez? Ça paraît Ouais. assez clair. Donc 50 peut être un pas naturel demain pour la Fed à nouveau. On ne comprendrait pas pourquoi ils ne veulent pas le faire avec un taux d'inflation faciale qui descend. Et la barre, largement ouais, élevé. et la barre est pas très élevée pour poursuivre à ce rythme de 50. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir 200 000 destructions d'emplois le mois prochain. Sur les chiffres d'emploi, on a des grèves. Alors, on ne les verra pas au titre Ouais. du mois de septembre, on les verra au titre du mois d'octobre. C'est vrai qu'on a des grèves chez Boeing, on a des grèves dans des ports, la côte ouest, la côte est. Ouais. Donc, facialement, ça peut nous créer une D'accord. destruction d'emploi, mais qu'il faudra réinterpréter. Après, moi, complètement d'accord par rapport au fait que, je crois que sur le corps PCE, en rythme annualisé sur les 3 derniers mois, on est à 1,7. Enfin, toutes les composantes baissent, y compris la composante salariale, retraitée. Alors 2,1 je crois depuis le dernier corps PCE, mais on était à 1,7 sur la Sur marque les 3 d'avant. derniers mois. Ouais, 3 mois annualisés. Mais le 6 mois annualisé est passé de 2,6 à 2,4. Voilà, sur le PCE, sur la marque du mois d'août. Corps PCE août. Corps PCE août. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des retraités des gains de productivité, on est déjà dans Bien le sûr, coup. bien sûr. Et ils sont assez impressionnants. Donc, je pense que l'idée, c'est de consolider ce soft landing, là, qui est clairement réussi. Hein. C'est pas le dernier chiffre d'emploi, je pense, qui peut remettre ça en question. Sans créer, a priori, enfin en tout cas à court terme, d'inflation, puisqu'on voit que tous les voyants sont ouverts pour une poursuite de la désinflation. Donc pourquoi finalement, donc le mouvement de la courbe de taux qui se quantifie très fort, et le taux 2 ans notamment qui baisse, je pense, anticipe cette rapidité de cut, quelque part. Et c'est bon pour les actifs risqués à ce stade. C'est pas un... Clairement, enfin, une oui, pontification non, mais... sur fond de soft landing avec Ah ouais. consommateur résilient, c'est bon pour les D'accord avec ça, Gilles. C'est au moins bon pour... Est-ce qu'il y a un risque devant nous que la Fed est trop en retard, ou alors la Fed en fait trop? Parce que peut-être que structurellement, c'est le risque de la Fed... C'est là où tout ça, c'est largement de la psychologie. D'accord, hein, on peut craindre une chose, son contraire, etc., au gré du news flow et des événements et du contexte. Mais la tendance, elle est à la baisse forte. C'est une nécessité. Et il y a certaines voix aux États-Unis influentes qui craignent un ralentissement plus important que ce qu'on pourrait souhaiter. Donc la Fed a donné des gages avec Powell, qui est clairement, qui a ponctuellement abandonné le dual mandate et pour se focaliser sur l'emploi, hein, parce que l'inflation c'est plus un problème. Oui. Donc on se focalise sur l'emploi. C'est pragmatique, c'est américain, c'est normal, c'est bien. Oui. Voilà, hein. Après, il y a un autre élément qui est très regardé par la Fed. C'est un indicateur qui a été fabriqué par la Fed, qui est la SAM Rule, l'indicateur de Claudia Sam. Et comme la courbe des taux, les D210, elle pointe sur une probabilité ou une possibilité ou une éventualité, un risque supérieur à 50% si on regarde l'historique de récession à venir. Elle dit elle-même que c'est une règle empirique. Elle le rappelle elle-même. Heureux. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle dit elle-même... D'ailleurs, c'est un indicateur. Elle n'est même pas, elle, persuadée que le déclenchement de sa règle, comme on l'a vu cet été, soit forcément... Elle a raison, c'est pas... voilà. Et c'est comme au casino, c'est pas parce que vous avez 6 fois noir, 6 fois rouge, que la 7e sera noire ou rouge. Reste que c'est pas un truc qui est tiré au hasard. Non. Ça a du sens. Et au même titre que la courbe des taux est redevenue,
pentue aux États-Unis, mais on a été inversé pendant 24 mois. Oui, oui. Et quand on regarde l'histoire, et c'est bien de regarder l'histoire, on n'est pas obligé d'avoir des cheveux gris pour la regarder, il y a des statistiques, tout ça, et ça a été assez intéressant. Eh bien, à chaque fois qu'on a eu une courbe des taux très inversée pendant longtemps, il y a une récession après, et pas immédiatement après. Et souvent, la récession intervient au moment où la pente, où la courbe se repentifie violemment. Premièrement, et puis deuxièmement, on pourrait être en récession en septembre, et on ne le saura que dans quelques mois. Oui. D'accord. Oui, oui. Donc, le sujet, c'est décalage temporel. Ouais. Il faut faire très attention. En tout état de cause, on a freiné l'économie américaine de façon très importante pendant 24 mois. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont très inflationnistes et expansionnistes aux États-Unis. Mais on a vraiment... on a des potentiels déséquilibres très importants aux États-Unis, entre d'une part, pour simplifier, un déficit budgétaire qui est à 6 ou 7%, alors qu'il ne devrait pas l'être, alors qu'on est au plein emploi. Oui. Ça rappelle une situation pas très loin de chez nous. Et d'autre part, et il y en a beaucoup d'autres éléments très expansifs, et d'un autre côté, des taux d'intérêt réels qui sont très récessionnistes. Et donc là, restrictif, le soft landing, on se dirige vers le soft landing. À mon sens, il n'est pas certain encore. Non, de toute façon, oui, les scénarios alternatifs continuent d'exister autour de ce chemin d'atterrissage. La Fed le sait. Ah mais oui, comme l'a dit Jérôme Powell le 18 septembre, c'est quand le marché du travail va encore bien qu'il faut le soutenir, justement, pour éviter que ça dérape et que ça n'aille trop loin. Parlons de la situation européenne à travers la vigilance des marchés obligataires, Christopher. Donc, alors, discours de politique générale demain, la séquence budgétaire, on doit remettre le budget fin du mois, 31 octobre. Voilà. Le marché reste très vigilant et visiblement jugera sur pièce. C'est ce que je comprends un peu de l'attitude du marché obligataire aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut regarder un peu sur du long terme, et la réalité, c'est que bien sûr, il y a tout l'enjeu de dramatisation qui est y compris politique, et qu'on comprend bien sûr autour de ce budget, parce qu'il va falloir faire des efforts substantiels, et qui seront très certainement insuffisants dans tous les cas. Mais il faut regarder un peu plus sur du long terme. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui une nouvelle hiérarchie qui se met en place au niveau des taux sur le marché obligataire, et qui n'est pas uniquement un phénomène court terme. C'est sûr, si on regarde sur les derniers mois, on se dirait c'est uniquement les élections législatives anticipées. La réalité, c'est qu'on voit qu'il y a un décrochage de la France à partir de 2022, sortie de Covid. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a beaucoup de bruit, notamment le 5 ans grec, etc., ou la Grèce qui emprunte à des taux plus bas que la France. Ça, c'est des épiphénomènes, ça ne va pas durer. En revanche, la France, qui était grosso modo derrière l'Allemagne, va se retrouver derrière l'Espagne ou le Portugal. Et ça, on le voit très nettement sur le long terme. Parce que finalement, le spread, non seulement à l'égard de l'Allemagne, mais à l'égard aussi de ces deux pays ibériques, ne s'est accentué depuis 2022. Et ça intègre quoi? Ça intègre tout simplement que la France a un problème budgétaire, qui est un problème important, parce que derrière ça, on ne crée pas de croissance et encore moins de productivité. Sinon, ça permet d'absorber quand même le choc. Et aujourd'hui, je pense que le bon exemple est notamment le Portugal. Le Portugal, en 2017, vous aviez un écart de spread de 300 points de base, à peu près avec la France. À l'heure actuelle, favorable au Portugal, vous êtes à 20 points de base. Donc vous avez une complète inversion de la situation. Déjà quelques mois que le Portugal emprunte moins cher que la France. Donc c'est pas juste du jour au lendemain, le 7 juillet, si je ne me trompe pas, pour les législatives, que le marché s'est réveillé ou 15 jours avant. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a un réel problème aujourd'hui en France, qui n'est pas non plus uniquement, comme le dit le gouvernement, un problème de rentrée fiscale. La réalité, c'est qu'on voit que la France aujourd'hui a un problème de dette. Vous aviez deux éléments. Vous aviez au printemps une étude qui a été publiée par le FMI à politique budgétaire constante. Il comparait la France et le Portugal. Vous étiez à des niveaux de dette en PIB à peu près similaires. En 2027, la France, 120%. Le Portugal, 80%, à politique budgétaire constante. Et sur l'aspect déficit budgétaire, on a l'impression que tout le monde se réveille. Le Sénat a cet avantage de faire d'excellents rapports, en règle générale, sur les finances publiques. Vous aviez le 12 juin un rapport du Sénat sur les finances publiques qui disait très clairement 4,9%, c'est pas atteignable. Eux, ils étaient
optimistes. Aujourd'hui, on dirait qu'ils étaient à 5,5% de déficit. Donc, ce n'est pas un problème qui survient du jour au lendemain, c'est un vrai problème qui est structurel. Alors, bien sûr, derrière cela, ça ne veut pas dire un krach obligataire, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va avoir des tensions extrêmement importantes, mais c'est un problème qui est plus, de mon point de vue, politique, c'est-à-dire qu'à un certain stade, vous allez avoir un tel niveau des intérêts de la dette, et on le sait très bien, toujours politique budgétaire constante, les intérêts de la dette vont représenter 8 fois le budget de la justice en 2027. Donc, c'est demain. Si on ne change pas la situation, peu importe quel gouvernement on aura en 2027, la réalité, il devra d'abord s'attaquer à la question, et j'insiste sur le terme, de l'austérité et pas de la consolidation budgétaire. Oui. Et c'est exactement le même scénario que le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez eu en 10 ans de régime conservateur un doublement des intérêts sur la dette. On a eu un nouveau gouvernement travailliste qui est arrivé en juillet avec effectivement les promesses comme dans chaque campagne électorale. Et finalement, il va présenter un budget d'austérité parce que vous ne pouvez rien faire d'autre que de gérer cet aspect-là. Contrainte budgétaire. C'est avant tout la France qui se dégrade, qui change de groupe, ou est-ce que ça bouge aussi derrière, dans le peloton? Enfin, est-ce qu'il y a aussi un phénomène de remontée Les deux. Ouais, c'est ça. Les deux, clairement. D'ailleurs, nous, on est très favorables à la dette italienne déjà depuis le début de l'année et espagnole. La convergence, le trait de convergence, c'est quelque chose qui est très peu sur la France. Sur la dette. Donc toujours l'idée quand même d'une convergence par les périphériques, quoi. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Alors. C'est vrai qu'en France, on a des problèmes structurels, on a un problème de productivité, on n'investit pas assez dans l'innovation, la formation. Tout ça, c'est très clair. Après, là, conjoncturellement, c'est vrai qu'on a fait 1% de croissance, mais on n'a pas d'entrée fiscale, puisqu'en fait, il n'y a pas d'investissement ni de consommation. Ouais. C'est uniquement des exportations non taxables et une baisse des importations. Donc ça, c'est vrai que ça nous sort des chiffres qu'on... Comptablement, ça ne le fait pas. Oui, comptablement, ça coince. Mais ce n'est pas difficile d'extrapoler une consommation zéro et investissement zéro pour les 3 prochaines années quand même, quoi. Après, je pense que... il y a un problème, clairement, on vit au-dessus de nos moyens en France. Il y a des réformes structurelles à mettre en place, notamment des baisses des dépenses. Mais il y a aussi, je pense, cette incertitude politique qui joue, notamment la remise en question de la réforme des retraites. Moi, c'est un peu quelque chose qui m'inquiète. C'est-à-dire que si... Alors, je pense que la motion de censure ne sera pas votée suite au discours politique général. Non, il n'y aura pas de vote de confiance. Mais il y a potentiellement pour l'extrême droite ou le NFP un point l'année prochaine, un moment où ils peuvent se mettre d'accord pour remettre en question... Et ça, pour un créancier de la France, pour un créancier obligataire de la France, clairement, ça, puisqu'on parle de ligne rouge, si les créanciers obligataires de la France devaient avoir une ligne rouge, ça, ce serait une ligne rouge. Celle-ci, voilà. Donc rien que ce risque qui nous pend au nez quand même et qui est probable, voire fortement probable, justifierait des spreads supérieurs. Donc voilà. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on a une Espagne qui, là, va nous faire, je crois, 3% de croissance réelle, des gains de productivité, des flux migratoires qui arrivent à intégrer avec... Et c'est pas juste parce qu'ils ont fait une bonne saison touristique non, justement. Non, il y a d'autres... ça pourrait être ça. Industriel, ils fabriquent énormément d'énergie renouvelable. Ils vont bientôt être les numéros 1 de l'hydrogène en Europe et alimenter la France. Donc il y a des vrais moteurs pérennes qui se reconstruisent dans la croissance ibérique et espagnole. Une dette sur PIB qui baisse. L'Italie a les mêmes problèmes, je dirais, que la France, avec ce même problème de retraite, on a vu, mais qui arrive quand même à afficher des ratios dette sur PIB un peu plus encourageants pour les prochaines années avec la fin du superbonus. Ah oui, et un seul primaire positif, c'est ça. Bien sûr. Une configuration politique qui est quand même un peu moins incertaine, qui fait que comparativement... Bon, après, c'est l'Italie, ça peut toujours être premier enjeu, mais effectivement, oui, le Mistigri a changé de camp, si je puis dire. Oui, clairement. Ouais. Oui. Et encore pour les prochains trimestres. C'est difficile de voir l'amélioration. Le blason français se redorer aussi facilement. Gilles, que vous inspire la situation sur le plan des marchés, notamment Sur la France, nous, on a 1,5 sur 10 en rating equity GPA. Oui, c'est ça, parce que l'OAT a décroché, mais les actions françaises aussi. C'est-à-dire que le CAC joue plus... le momentum du CAC depuis le 9 juin est pas corrélé, ou c'est un peu décorrélé de ce qu'on voit sur d'autres indices actions européens. Ça fait 2 ans que la France sous-performe une pauvre zone euro. Une zone euro qui est quand même poussive. 2 ans. Donc elle sous-performe nettement. Le CAC ? La France. La croissance. L'indice français des actions. D'accord. MSCI. Ok. Et la zone euro. Ça fait 2 ans. C'est massif. Puis octobre 22, le point bas d'octobre 22. Okay. Mais ça fait bien sûr 40 ans qu'on n'a pas des budgets à l'équilibre, contrairement à beaucoup de nos concurrents dans le monde. Et la France décroche. Et ça se voit... Alors, ça peut se voir via des
des catalyseurs négatifs, style moment Liz Truss, ou alors une auction d'obligations d'État qui se passerait mal, ou alors des résultats d'une élection, d'une énième élection qui se passe mal, ou l'embrasement de tel ou tel... Et tous ces éléments ne sont que le reflet de quelque chose de plus long, mais de plus tendanciel. Mais sur le fond, ça peut se voir soit de façon brutale, mais en tout cas, quand on regarde le long terme, on permet de voir les glissements et les évolutions. Et les évolutions sont très défavorables à la France, qui, voilà, vous savez que nous, on suit en classe les pays industrialisés selon une myriade de critères qui sont tous pertinents pour les entreprises que ces pays abritent. Et la France ne fait pas partie des AAA+, que nous appelons les AAA+. Et là, on est en train de le voir. On le voit. On voit qu'il va y avoir des augmentations d'impôts. On voit qu'il va y avoir que là où un concurrent qui s'appelle la Suède a présenté son budget 2025 intégrant une baisse d'impôt de 0,5 points du PIB, nous, on a à trouver 6 points de PIB pour espérer un jour revenir à zéro, parce que le soi-disant 3%, c'est quand même pas c'est pas la ligne bleue des Vosges, ça reste un déficit. Hein, et une vraie politique keynésienne doit amener des pays, la population et ses politiciens à faire en sorte que oui, on est en déficit de temps en temps, et de temps en temps, on est en excédent quand tout va bien. Voilà. C'est terrible parce que j'ai l'impression que c'est jamais au bon moment. On est toujours dans un truc un peu procyclique. On n'arrive pas à mener des politiques budgétaires ou prudentielles contracycliques. Alors qu'on se dit toujours que c'est comme ça qu'il faudrait faire, quoi. Mais à la fin de la journée, c'est jamais comme ça que ça se passe. Si vous regardez d'autres pays européens qui sont partis très loin, ils ont systématiquement révisé le périmètre de l'État. Est-ce que vous voulez un État nounou qui s'occupe de tout, y compris de changer vos vêtements usagés? On peut en débattre, je pense. Ou est-ce que vous voulez un État qui se focalise sur la productivité et la formation professionnelle? Et ça, tant qu'on n'a pas ce débat, effectivement, on n'aura pas la trajectoire du Portugal, qui en 2023 a eu un excédent budgétaire, alors qu'ils étaient à 10% plus de 10% de déficit il y a 13 ans de ça. Et pour revenir à la question des retraites, hein, ça peut être un Liz Truss moment, mais dans la réalité, si on regarde vraiment les chiffres, ça l'est déjà. Parce qu'en fait, la réforme des retraites est une réformette, premièrement, et deuxièmement, elle ne montre pas en sincérité l'ampleur du sujet. C'est-à-dire qu'elle fait comme si les dotations de l'État aux retraites des fonctionnaires étaient pérennes et devaient être comptées dans l'équilibre. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Hors dotation de l'État, le déficit est encore plus abyssal. Il faut le regarder comment. Mais je sais pas. Voilà, donc en fait, les investisseurs obligataires ont conscience de ça. Enfin, ceux qui investissent sur la France, c'est quand même un des marchés les plus liquides, les plus profonds. Le moins de fonds de pension qui a quand même un peu de recherche, il est capable de comprendre ça. Mais je suis d'accord, ça reste... On a des assureurs français qui peuvent se substituer. Oui, alors, mais ça, moi, j'apporterais une nuance quand même, c'est que avant que ce soit l'heure, c'est pas l'heure. Et en fait, c'est les marchés qui vous disent ça. Ce ne sont pas les investisseurs qui investissent. Ce sont les mêmes investisseurs qui, après un événement, vous disent malheureusement, bah oui, on peut continuer à vous financer, mais ça sera 200 points de plus par rapport à avant. On verra ce qui ressort demain du discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, de la réaction de marché avant la séquence budgétaire qui doit normalement délivrer le 31 octobre prochain. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissière, Equity GPS, David Belloc, Mirova et Christopher Dembick, Pictet Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45, c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Alors, dans la partie précédente, on a terminé sur le débat budgétaire français, mais faisons le débat budgétaire américain à un mois de l'élection présidentielle désormais. Est-ce que c'est un débat d'ailleurs dans cette campagne, Pierre-Yves ? C'est ça le problème, c'est qu'en France, au moins, on a posé la question, faute d'avoir trouvé les termes d'une réponse.
Aux États-Unis, les problèmes sont les mêmes, d'ailleurs en termes de pourcentage aussi, mais personne n'en parle, parce que le dollar n'est pas dans la zone euro, et il n'y a aucune espèce d'urgence, et certainement pas une urgence électorale, puisque ni Donald Trump ni Kamala Harris ne veulent parler de ce qui fâche. Je suis d'ailleurs frappé de la médiocrité de cette campagne, et encore plus frappé par le fait que la plupart de mes confrères trouvent que c'est formidable et qu'on a une campagne à rebondissement. Juste un petit pas en arrière sur le taux, enfin sur le niveau des rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans. On est aujourd'hui un peu plus haut que le 18 septembre, un peu plus haut que le jour de l'annonce de la Fed, on est à 3,77. 3,77, alors qu'en France, on est à 2,92. Je ne voudrais pas jouer les Thomas Piketty, mais les États-Unis payent beaucoup plus cher que la France et beaucoup plus cher que l'Espagne et le Portugal pour se financer à 10 ans. Je pensais qu'on pouvait quand même le signaler. Je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs en France qui ne sont pas forcément professionnels, qui peut-être ont évacué cette réalité dès aujourd'hui et de plus en plus depuis 3 semaines. Les États-Unis, à long terme, sur les rendements à 10 ans, doivent payer un petit peu plus. Et on ne me retirera pas de l'idée que parmi les facteurs qui peuvent influer sur les rendements du T-bond à 10 ans, il y a le fait que Kamala Harris probablement va remporter l'élection et qu'elle va se retrouver face à un Congrès qui ne sera pas démocrate, probablement un Sénat qui sera étroitement contrôlé par le Parti républicain, une Chambre démocrate étroitement démocrate, et que c'est la recette pour qu'une fois de plus, on ne s'attaque pas au fond du problème du déficit et de l'endettement catastrophique des États-Unis, parce que ça fâcherait les électeurs. Donald Trump veut baisser les impôts, il ne parle pas du déficit et il ne veut pas toucher aux dépenses sociales. Kamala Harris veut augmenter les dépenses publiques à la manière de Joe Biden au nom de la politique industrielle. Et tous ces discours sont des discours qui ont une portée sur le contenu émotionnel de la campagne, mais qui, dans la réalité des chiffres, sont complètement à côté de la plaque. Quand je pense que Kamala Harris a produit un livre qu'elle a l'audace d'appeler Policy Book, un livre de 82 pages, où aucune de ses propositions, aucun de ses cadeaux fiscaux n'est chiffré. On ne chiffre plus rien, on marche sur la vibe, je n'invente rien. C'est une campagne de vibe de Kamala Harris. Quant à Donald Trump, c'est n'importe quoi. On peut, si vous en avez l'intérêt, faire la liste des cadeaux fiscaux que Donald Trump propose, alors que le déficit budgétaire fédéral est autour de 6 à 7% du PIB. Donald Trump propose d'abord de prolonger, de reconduire plus exactement les réductions d'impôts qu'il avait fait voter en 2017. Ça va nous coûter 4 300 milliards de dollars sur 10 ans. Ensuite, il veut créer un nouveau crédit d'impôt pour les familles à enfants. Rajoutez-moi 3 000 milliards. Ensuite, alors là on est dans l'électoralisme pur, il veut cesser de taxer les heures supplémentaires. Encore un cadeau de 1 500 milliards de dollars. Il veut cesser de taxer les pensions de Social Security, qui est le régime général de retraite auquel tous les Américains ont droit. Rajouter 1 200 milliards de dollars. Il veut réduire encore les impôts des entreprises. Allez, un petit cadeau de 600. Et il veut également éliminer, c'est extraordinaire, il veut éliminer la taxation des pourboires. C'est très important ça, les pourboires, surtout quand on travaille dans la restauration. C'est estimé à peu près à 100 milliards de dollars sur 10 ans. Tous ces chiffres que je vous cite sont les estimations de la Tax Foundation, qui n'est pas exactement une émanation de la 4e internationale trotskiste. Et pourtant, personne ne les conteste. Et pourtant, la campagne continue et on dirait en anglais « we're whistling to the graveyard ». Nous avançons inéluctablement vers le cimetière en sifflotant. Oui, on va dans le mur, quoi. Non, mais c'est bien parce que vous avez encore cette capacité à être surpris par la démagogie d'une campagne présidentielle américaine, Pierre-Yves. Non, malheureusement, je ne suis pas surpris. Je suis surpris que ma corporation de journalistes fasse semblant d'y croire. C'est ça qui me surprend et c'est ça qui me déçoit. Et qu'à part quelques publications trop rares, personne ne force ces candidats
à dire la vérité aux électeurs et surtout pas la presse de l'establishment qui, à fond, joue la carte de Kamala Harris. Ça veut dire, pour conclure sur le sujet budgétaire, mais on va se retrouver dans une situation où on va à nouveau aller de risque de shutdown en risque de shutdown, de relèvement du plafond de la dette en relèvement du plafond de la dette. Enfin, on va repartir dans des séquences dont on a l'habitude, mais qui vont se retrouver là devant nous encore, quel que soit le prochain locataire de la Maison-Blanche. Ça n'est pas invraisemblable, ça dépend tout de même de la manière dont Donald Trump pourrait être battu, s'il est battu. S'il est clairement battu, les républicains ont des questions à se poser sur l'avenir de leur parti. Veulent-ils redevenir un parti républicain conservateur qui prônerait une certaine orthodoxie fiscale, ou veulent-ils continuer à être un parti nationaliste et un parti populiste qui ignore la réalité des chiffres ? Si les républicains peuvent se décider d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, on verra si un éventuel compromis est possible. Mais si vous croyez le New York Times et le Washington Post, et CNN et toute la bande, Kamala Harris est une centriste qui voudra faire des compromis. Voilà, j'ai des doutes. On fait rouler la canette le long de la route côté budgétaire. En revanche, sur le sujet de l'immigration, là, il y a visiblement des positions et des postures de part et d'autre, Pierre-Yves. On est dans les... oui, ce que vous dites est parfaitement exact, mais à l'image du non-débat sur le budget, nous avons un vrai débat là sur l'immigration, mais dans les deux cas, chaque parti est dans un déni de réalité. Déni complet de réalité, d'abord, pendant 3 ans de l'administration Biden-Harris, qui nous ont expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de problème d'immigration. Et puis, depuis 1 an, ils s'aperçoivent que quand même, ça fait désordre parce que les chiffres des sans-papiers qui sont interceptés effectivement par la police des frontières sont tellement supérieurs à la norme historique qu'on est obligé d'admettre qu'il y a un problème. Ces chiffres sont absolument invraisemblables. Je les cherche désespérément dans mes notes, les voilà. Plus de 10 millions d'interceptions depuis 3 ans et demi. 10 millions de migrants, on les appelle migrants parce que c'est plus correct que de dire immigrants. Plus de 10 millions ont été arrêtés à la frontière, ce qui veut dire qu'il y en a bien plus qui sont passés sans qu'on les arrête. Sous la mandature de Donald Trump, le chiffre était de 3 millions. Donc, que fait Kamala Harris quand elle voit que c'est un problème qui préoccupe vraiment l'Américain moyen maintenant? Elle dit « Ah, mais c'est la faute de Donald Trump ». Ça me rappelle ce ministre de l'économie et des finances qui est resté en poste de 2017 à 2024 et qui n'a rien à voir, mais rien, et qui n'est en rien responsable des finances publiques et de leur détérioration. Kamala Harris n'est pour rien dans le problème de l'immigration aux États-Unis. C'est tout la faute de Donald Trump qui, c'est vrai, a refusé en février le vote au Congrès d'un compromis bipartite qui aurait pu, on va dire, corriger un petit peu cette politique d'ouverture de facto des frontières à n'importe qui rentre sur le territoire américain, qui demande l'asile et qui ensuite est relâché sur le territoire américain avec un numéro et une date pour comparaître devant un juge pour l'asile politique, alors qu'on sait très bien que des mois plus tard, il aura disparu dans l'économie américaine et qu'on ne le retrouvera jamais. L'essentiel des choses qui auraient pu être faites par ce compromis sur l'immigration que Donald Trump a refusé, c'est vrai, en fait, elles auraient pu être faites par décret par Joe Biden, mais Joe Biden ne voulait pas se mettre à dos la gauche de son parti et il a donc tourné le dos à cette solution pour en fait forcer les républicains à faire un compromis, républicains qui étaient prêts à le faire et qui finalement ont eu peur de Donald Trump et ont fait marche arrière. On est dans le billard à 3 bandes de la politique politicienne et dans le refus systématique de résoudre un problème qui est un véritable problème pour la souveraineté américaine maintenant. Bon, billard à 3 bandes, effectivement, et ces débats qui sont un peu pris en otage par le jeu politique à Washington, c'est ce qu'on comprend sur l'immigration notamment. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est à 17h45 si vous nous suivez en direct. Évidemment, vous retrouvez ce quart d'heure américain comme toutes nos émissions en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.